Eh ben, devinez à quoi est dédié ce grand rendez-vous de l'IA de Smartech aujourd'hui, au sommet, évidemment, au sommet qui s'est tenu à Paris. On en parle avec Bruno Maisonnier, qui nous fait le grand plaisir d'être là pour en même temps présenter son livre. On va pouvoir en dire quelques mots. C'est gentil. Organic AI, qui est paru aux éditions Herman. Comment les stratégies de la nature peuvent révolutionner l'IA? Voilà le sujet qui est traité dans votre livre. Je rappelle par ailleurs que vous êtes le fondateur et le patron d'Another Brain. Et à côté de vous, pour cette émission, Jérôme Malzac, bonjour. Je rappelle, vous êtes directeur de l'innovation, expert en IA générative chez Micropole. Vous êtes un habitué du grand rendez-vous de l'IA d'ailleurs, donc je fais court avec vous. Déjà, je voulais avoir vos premières réactions sur ce sommet pour l'action sur l'IA. Est-ce que vous avez trouvé qu'on est passé à l'action comme c'était finalement l'objectif? Qui veut commencer? Moi, j'ai trouvé ça enthousiasmant, très honnêtement. C'était une vraie effervescence. J'ai trouvé déjà que c'était un salon, en tout cas un événement beaucoup plus pro-business que ce qu'on avait pu avoir en 2023 en Angleterre. Là, on parlait... Oui, en Angleterre, c'est vraiment une approche par les risques, de l'intelligence artificielle. Là, on a vraiment démontré l'intérêt de l'intelligence artificielle, en quoi elle était bénéfique. Toutes les émissions qu'il y a pu avoir, les grands rendez-vous sur les grandes chaînes de télé ont permis, je pense, de mettre en avant l'intérêt de l'IA auprès du grand public. Oui. Et non plus avoir cette vision uniquement risque, biais, fake. L'IA, c'est une vraie capacité à faire fonctionner des exosquelettes, c'est une vraie capacité à faire progresser la santé, la médecine. Et c'est ça qu'on a aussi voulu démontrer avec cet événement. Et ça, j'ai trouvé ça assez enthousiasmant. C'est vrai que ça a permis une couverture médiatique sans précédent sur ces sujets. Totalement. Ben oui, mais c'est une des questions. Je souscris à ce que Jérôme a dit, c'est enthousiasmant, il s'est passé plein de choses et c'est bien de le mettre en avant. Je relativise un tout petit peu cette mousse médiatique qui est à la fois géniale, qui à la fois est censée nous donner l'impression que la France est vraiment le leader de l'IA. Mais quand on regarde en Angleterre, on se rend compte qu'il y a plus de start-up, des formations aussi bonnes, autant d'investissements, en Allemagne aussi, et que le reste du monde te dit, bof, il paraît-il qu'il y a une tribune dans le Financial Times qui relativise bien quand même. Ouais. Donc nous, on a un truc très français qui est de dire, on est les meilleurs du monde, les champions du monde, mais autoproclamés. Les autres, ils voient pas ça. Ouais. Donc voilà, faut relativiser un peu. Bah, si on peut être bon en com de temps en temps, pourquoi pas, c'est très bien, et ça crée cette dynamique, donc c'est très bien, mais faut relativiser, quoi. Faut se rendre compte qu'ailleurs, c'est peut-être encore plus. Oui, et puis il y a eu un contre-sommet. Moi, j'ai assisté au contre-sommet où là, on entend quand même des citoyens qui continuent à dire non, l'IA, en fait, on n'en veut pas. Qui refusent justement de voir ça comme un progrès et comme quelque chose qui doit être accepté par tout le monde et qui pointaient tous les risques sociétaux. Alors, donc il n'y a pas une uniformité autour de ce sommet avec tout le monde est content, tout le monde trouve ça génial. C'est normal. Oui, c'est logique. Il y a plusieurs voix qui s'expriment. Alors il y a ce rattrapage politique, comme vous disiez, qui est le propre de la France, évidemment. Emmanuel Macron a quand même c'est un petit peu approprié le sujet, alors que c'est pas forcément le seul à avoir porté l'initiative. Et puis le contre-sommet, c'est aussi le moment pour eux de faire entendre leur voix. Moi, ce que je retiens surtout, c'est finalement la façon dont la France et l'Europe, parce qu'il n'y avait pas que la France lors de ce sommet qui s'exprimait, c'est l'Europe n'est pas là que pour réguler. L'Europe a aussi cette volonté d'être un élément qui compte dans le monde de l'IA face à ces deux grands pôles que sont les États-Unis et la Chine. Et même si, et ça a été un des sujets d'ailleurs débattus lors de ce sommet, la façon dont on veut en France et en Europe réguler, entre guillemets, l'IA, en tout cas la rendre rassurante, éthique, responsable. Il y a de confiance. Et de confiance. Donc le contre-sommet, j'espère en tout cas que les participants au contre-sommet ont aussi été rassurés sur ce côté éthique parce que j'ai entendu. Et moins risqué de l'IA. Non, je pense que d'ailleurs il y a eu un appel d'une personne que j'ai croisée qui me disait mais il faudrait une convention citoyenne sur l'IA finalement pour impliquer davantage les citoyens, parce que là on avait une partie très officielle avec tous les grands porteurs de l'intelligence artificielle en France. Il y avait les chefs d'État, il y avait le Business Day à Station F, mais finalement les citoyens. Oui, mais attends, alors moi je ne souscris pas exactement à ce que Jérôme vient de dire. C'est bien, c'est comme ça qu'il y a de la confrontation. C'est bien. Il y a le fait que, quelle que soit la technologie, quand elle arrive, ça génère des peurs.
C'est normal. Pourquoi? Parce que 100% des technologies qui ont été inventées par l'humanité ou appropriées ont généré des problèmes. Et ont généré du positif, et ont généré beaucoup plus de positif, parce que l'humanité, elle s'est très très bien régulée pour globalement en tirer plus de positif. Mais c'est arrivé avec l'invention du feu, de la vapeur, de l'électricité, du nucléaire, etc. Là, ça arrive avec l'IA, et c'est normal. Donc la réaction de dire il peut y avoir des dangers, c'est normal. Il y aura des dangers, il y aura des catastrophes. Il faut être très vigilant pour réagir rapidement. Par contre, je ne suis pas d'accord avec cette approche trop régulons dès le début pour être sûr que... Parce que ça, c'est la meilleure façon de ne pas avoir le positif qu'on aurait pu en tirer aussi. Ouais. Donc moi, je pense qu'il faut laisser l'exploration darwinienne par des startups, par des entreprises, de tout ce qui peut se faire. Et là-dedans, il y aura des conneries qui se feront. Il faudra les arrêter, les bloquer ou mettre des réglementations a posteriori. Et c'est comme ça qu'il faut agir. Et l'humanité sait très bien faire ça. Mais est-ce que du coup, tu as été rassuré alors par les annonces là, de financement, les 109 milliards posés sur la table? Oui et non. Alors d'abord, je trouve ça génial et bravo au président et à l'équipe d'avoir réussi à attirer 109 milliards. Donc c'est super. Enfin, on les a pas tout de suite là maintenant. Oui, mais les 500 milliards de Trump non plus, il les a pas. Hein. C'est vrai. Donc c'est des choses, et c'est bien. Mais je dis attention parce que je pense que c'est pas la bonne chose à faire pour la France. Pourquoi? Parce que si le but c'est de courir après les Américains et les Chinois sur leur terrain, c'est-à-dire sur le deep learning, sur les LLM, etc. Leur courir après sur leur terrain, sachant que même si on met les moyens, on a infiniment moins de moyens, on est perdant d'avance. La seule solution pour moi, c'est de sauter d'une génération, d'aller sur un autre terrain, comme l'avait fait l'Afrique dans les années 80. On a quand même besoin d'argent pour les data centers, pour l'énergie. Oui, on n'a pas forcément besoin de data center pour faire. Il y a des tas de gens. Ton cerveau, il fonctionne pas avec un data center. Hein. Pour l'instant, c'est vrai. Il y a des tas mais il y a des tas de façons de faire de l'IA autrement. Et moi, si j'étais le gouvernement, organique, par exemple. Oui, alors du coup ça enlève un peu de crédibilité à ce que je dis parce que je suis partie prenante, on fait ça. Mais il y en a d'autres, on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres qui font faire de l'IA, qui n'a pas besoin de big data, qui n'a pas besoin de consommer des milliards de données. Et je trouve que c'est un peu presque à contre-courant de se lancer à fond dans courir après les Américains sur leur territoire quand à Yann Lequin qui t'explique qu'il faut trouver des alternatives. Parce qu'on arrive au bout, là, on a une impasse. Alors, on peut en tirer plein de choses, mais on arrive dans une impasse. Donc cherchons autre chose. Et l'ADN français, c'est un ADN d'ingénierie et de sciences disruptives. Or ça coûte beaucoup moins d'énergie et d'investissement de créer un truc alternatif que de vouloir suivre les Américains sur leur terrain. Donc moi, je pense que le gouvernement devrait avoir une vraie poche pour prendre des paris sur les boîtes qui font de l'IA totalement autrement. Mais il y a eu aussi ces paris quand même au Business Day, par exemple. Là, on a vu l'écosystème IA vraiment arriver en force, montrer tout ce qu'il attendait aujourd'hui des carnets de commandes, en fait. Il y a eu des partenariats qui ont été annoncés. Il y a eu des choses très fortes autour de Mistral, ne serait-ce que ça. Ça, ce sont des signaux très concrets, très positifs. C'est génial, mais c'est de l'IA comme les Américains, ça. Non, pas forcément. Pas que, il n'y avait pas que ça, quand même. Je pense que le signal, c'était pas de dire on va faire... D'ailleurs, on n'est pas à la hauteur des annonces. 109 milliards plus 200 milliards côté européen, ça fait 309, ça ne fait pas les 500, même si dans aucun des deux cas, on sait concrètement ce qui va être combien on aura, investi. Mais l'avantage que ça a eu, à mon sens, c'est de remettre un petit peu les projecteurs sur la France et l'Europe, en se disant, voilà, on a le moyen de réfléchir peut-être à un environnement réglementaire qui permet l'expérimentation et qui permet d'aller dans l'innovation. Et quand on parle de Mistral, c'est exactement un axe de développement intéressant parce que c'est de l'IA, en tout cas il travaille sur des mécaniques d'IA frugales, comme vous le faites de votre côté. Et cette capacité à se dire on va avoir des modèles plus petits, on va avoir des modèles moins consommateurs, c'est une vraie voie. Et c'est une vraie... oui, mais c'est pas ça dont on parle, c'est pas ça le sujet. Ton cerveau, il consomme 5 watts pour faire de l'intelligence. D'accord, mais... Eux, ils passent d'une voie où il y a 140 milliards de paramètres à une voie avec 6 milliards de paramètres. Et c'est probablement pas la bonne voie. Et c'est bien, mais je dis pas que c'est pas la bonne voie, non. Moi, je dis il faut la suivre, mais il faut aussi en suivre une alternative. Mais le fait d'avoir de tels investissements et de remettre les projecteurs sur l'Union européenne, ça va... je pense, ramener d'autres investisseurs qui vont ramener de la liquidité qui va permettre d'explorer ces autres voies. De créer justement de la confiance dans l'ingénierie française et ce qu'on est capable de produire. Je voulais aussi vous faire écouter, on a fait un petit son sur place à Station F au Business Day. Bonjour Christophe, Innovation Makers Alliance, je vais y arriver, a traité lors d'une grande conférence le sujet de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, c'est un petit peu au cœur quand même de toutes les attentes en matière d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que déjà votre première impression sur ce qui se passe là dans l'écosystème ?
Je trouve que c'est assez incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Vous savez que d'ailleurs, je crois que c'est peut-être une information confidentielle, mais ils ont donné accès à 6000 personnes pour uniquement 4000 places. Il y a un monde complètement fou, une affluence folle, beaucoup d'étrangers. Donc je suis très agréablement surpris par ce qu'on a réussi à créer. Et bravo aux organisateurs, bravo à Business France, bravo à la PPI, bravo au ministère, bravo à la DGE, bravo à la French Tech, bravo à France Digital, parce que et puis ce lieu magnifique de l'innovation française. Eldrick, vous vous occupez de la data chez Crédit Agricole. Le sujet de la souveraineté, ça vous parle? Comment vous le traitez? Oui, bien sûr, ça nous parle. Alors, au Crédit Agricole, nous, on est une grande banque. Et donc, sur le sujet de la souveraineté, pour nos activités, en étant un organisme d'importance vitale, ce qu'on cherche à faire, c'est à limiter les risques de dépenses technologiques. Donc, ce qui compte pour nous, c'est de créer de la diversité. Et en tant que banque, créer la diversité, ça veut dire probablement financer. Et donc, des lieux comme celui qu'on est en train d'occuper maintenant, ça permet de faire nourrir ce fourmillement de start-up à financer. Et aussi, on est très attaché au fait d'être client, parce que être client, c'est aussi garantir qu'elles pourront passer à l'échelle, se développer et puis créer des vraies alternatives européennes ou françaises. C'est pas si simple quand même pour les très grandes organisations comme la vôtre et plein d'autres de décider justement de faire des choix complètement souverains, d'indépendance technologique dans le domaine de l'IA en particulier. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, les organisations? Alors il y a plusieurs éléments, on ne pourra jamais les forcer parce qu'il y a une règle absolue sur la défense de la souveraineté, c'est qu'on ne peut pas forcer une entreprise à choisir quelque chose, juste une idée de patriotisme. Il faut absolument que la solution qui soit choisie soit la meilleure solution mondiale. Néanmoins, on peut les accompagner de plusieurs manières. On pourrait pousser les grandes entreprises à préférer la France à solutions équivalentes. On pourrait créer des commandes publiques beaucoup plus larges qui permettraient à nos groupes locaux, nos startups par exemple locales, d'être beaucoup plus puissantes, de scaler, comme le disait Eldrick, et donc d'être capable ensuite de pouvoir gagner des contrats. Et puis on pourrait créer des politiques publiques d'accompagnement, par exemple des labels. On pourrait créer des labels French Tech. Alors on a déjà le label Je choisis la French Tech. On pourrait créer une marque un peu bleu, blanc, rouge ou européenne qui ferait rentrer en fait dans l'imaginaire peut-être collectif un peu plus le fait que défendre les intérêts du territoire, c'est potentiellement nous permettre dans 10 ans, dans 20 ans d'être indépendants et pas d'être dans une position de dépendance probablement problématique dans le monde de demain par l'intelligence artificielle aux puissances étrangères que peuvent être la Chine ou les États-Unis. Vous êtes satisfait de la manière dont se déroulent là ces journées internationales finalement autour de l'IA à Paris? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un formidable lieu de rencontre. Crédit Agricole, c'est une boîte qui est éminemment territoriale. Je pense de voir tout ce qui existe, ça redonne confiance aussi pour se dire que le défi n'est pas perdu et qu'on peut finalement accoster à celui de l'intelligence artificielle, à celui de la réindustrialisation des territoires, au plus près de l'économie réelle, des ETI, des PME qui font la vitalité de notre économie. Merci à tous les deux. Voilà, on a quand même le directeur data de Crédit Agricole qui nous dit « Moi, j'ai envie d'avoir plein de solutions différentes, européennes. » C'est quand même très, très possible parce que c'est un acheteur, il veut être client. Vous pensez quoi de la proposition de créer des labels autour des solutions françaises souveraines dans l'IA? Ça pourrait aider, ça, justement, à ouvrir les carnets de commandes? Moi, je ne sais pas. Je trouve tout ça, c'est des côtés gadgets. Donc, certainement, ça va aider, mais ce n'est pas ça le sujet. Cet affichage, faut d'abord qu'il y ait des solutions, des vraies solutions souveraines. C'est-à-dire pas avec les mêmes algos que les Américains et les Chinois, il me semble. Mais pour ça, il faut qu'on ait les investissements qui vont nous permettre de travailler et de garder déjà, d'une part, les cerveaux chez nous. Parce que la France est un vivier d'experts en data science, en mathématiques extraordinaires. Et jusqu'à maintenant, ils partent ailleurs, ils partent aux États-Unis. C'est vrai, on ne veut pas perdre Bruno. On ne les garde pas. J'espère qu'avec ce type d'événement et les milliards qui peuvent être drainés, on va être en capacité justement de garder ces cerveaux chez nous et de faire cette IA de demain, cette IA souveraine. Même si aujourd'hui, quand on regarde dans le détail des investissements, les 109 milliards, il n'y a pas grand-chose de souverain. C'est beaucoup des fonds étrangers qui investissent. Mais quand je regarde ça en détail, Amazon qui en met 6 milliards, c'est quand même un signe. C'est quand même un signe de confiance, je pense, dans la France, dans l'Europe, sur le fait qu'on peut faire des choses autrement. Pour encore une fois continuer dans ce domaine de l'IA. Je voulais aussi vous faire réagir à la création de la fondation Current AI qui va... peut-être d'ailleurs être utile à des entreprises comme la vôtre, puisque l'idée c'est quand même de rassembler des jeux de données qui vont être à disposition des chercheurs, des startups. C'est toujours un peu le même message. Je ne suis pas contre, je ne connais pas très bien, donc je ne vais pas beaucoup parler de Current AI. Ce que je sais, c'est que l'IA américaine, chinoise qui domine est une IA basée sur les données.
Et d'ailleurs, il y a eu des tas d'indicateurs de mesure. On sait qu'entre un moteur d'IA qui est pas terrible et un autre qui est vachement mieux, si celui qui est pas terrible, on l'alimente avec plus de données, c'est lui qui aura les meilleurs résultats. Donc c'est basé sur les données. Et donc ça va dans ce sens-là, ce sujet. Et moi, je pense que le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il y a des alternatives et qu'il faut qu'on fasse des IA qui fonctionnent pas sur des données, qui soient des IA qui soient portables, qui puissent fonctionner déconnectés d'Internet et qui consomment quelques watts comme notre cerveau, quoi. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et je pense qu'on a la capacité, on a ce qu'il faut. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. Tu me montres le livre, effectivement, j'ai publié un livre sur l'organic AI, c'est-à-dire de l'IA bio, au sens inspiré du fonctionnement du cerveau. On connaît beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, utilisons-le, et il y a moyen de faire une IA sans données, enfin avec très peu de données, pas sans, avec très peu de données, et qui soit vraiment différente et souveraine, quoi. On a juste après d'ailleurs un rendez-vous avec le biomimétisme. Comme ça, vous écouterez, Bruno. Un mot de la fin, Jérôme ? Sur Current AI, juste pour 2 mots là-dessus, l'initiative est très intéressante. Comment est-ce qu'on fait de l'IA éthique, de l'IA qui va dans le sens de l'énergie, de la green energy. Moi, le souci que j'ai sur le Current AI, c'est que les mots-clés sont à peu près les mêmes que l'IA Act. Comment est-ce qu'on garantit en Europe une IA éthique, une IA souveraine, une IA sans biais ? Donc je ne sais pas comment ça va se réguler ensuite entre ces organismes-là, entre une fondation qu'on crée comme ça, avec se retrouver avec 9 le pays. millefeuille, c'est rajouter une feuille au millefeuille déjà existant. Ça demande de la gouvernance, et d'autant plus si le sommet IA, ce n'était pas que la France et l'Europe, c'était aussi l'Inde. Donc on élargit les pays intervenants, donc il va falloir une vraie gouvernance de l'IA. Tout le temps comme le skieur je vous nautique. réinviterai pour la suite parce que c'est complètement terminé. Merci beaucoup Jérôme Malzac de Micropole et Bruno Maisonnier d'Another Brain. Merci encore. Merci à vous. Merci à toi Delphine.